Alors, merci beaucoup d'être là. Euh, Petite citation, c'est pas, c'est facile de savoir qu'il pleut, mais c'est pas toujours facile de savoir pourquoi. En fait, si je résume la citation, ça se résumerait ainsi. Le plan de match, introduction, on va regarder qu'est-ce que c'est une preuve, les fondements de l'investigation numérique en général, et on va parler des propriétés des preuves numériques. Et on va finir avec filet de protection. Bon, première des choses, les remerciements pour le Hackfest. Ça fait la troisième année qu'ils me supportent. Euh, j'ai pas toujours bon caractère, faut dire. Euh, on a eu une expérience avant-hier. On a donné le premier cours forensique 102, 101, pardon, merci. Et ça a très bien été. On a bien fait ça tout le monde. Donc, c'est l'instant de publicité pour l'année prochaine. On va reprendre l'expérience et il est fort probable en fait qu'on fasse une deuxième journée. Donc, on va avoir les principes de base, les habiletés de base, suivis de une deuxième journée avec des éléments un petit peu plus avancés. Euh, j'ai des diplômes, j'ai de l'expérience, j'enseigne. Bon, voilà, on a fait le tour de la chose. Mais j'ai pas de diplôme en informatique, pas encore. Ce qui fait que je suis retourné sur les bancs d'école. C'est comme on connaît c'est quoi les folies de jeunesse. Moi, c'est une folie de vieillesse. Donc, je suis retourné faire. J'ai commencé une maîtrise en informatique. Euh, vous avez tout mon respect, ceux qui sont à l'aise avec l'informatique, parce que moi, je rush. C'est terrible. Mais au point de vue forensique, je suis difficile à battre dans mon domaine. Donc, je suis très impliqué dans la transmission des connaissances. J'adore ça, comme vider mon cerveau de tout ce qui contient qui s'est accumulé là depuis 20 quelques années que je pratique ce métier-là. Et c'est vraiment, j'aime ça. Je m'en viens avec des recherches sur la structure des données dans le domaine des données massives et dans le domaine de l'Internet des objets. Ça se peut que l'an prochain, je sois capable de faire une conférence là-dessus. Donc, je vais être un petit peu plus technique. Aujourd'hui, le rôle que je vais jouer, en fait, je vais jouer le rôle du vieux chialeux bougonneux. OK? Bon, il en faut un dans toutes les organisations. Puis, pour le Hackfest, c'est moi. Alors, je vais chialer. Hein? Pourquoi on devrait former les TI? Et par là, j'entends tout diplôme confondu, technicien, bachelier, maîtrise, docteur, etc., ou rien pantoute, juste bon en informatique. Euh, Ben, tout simplement parce que c'est plus compliqué qu'il y paraît de faire du prélèvement de preuves d'une façon à ce que, quand on se présente en cours, on se fasse pas revirer de bord par un juge. Le problème, c'est pas réellement la cueillette de la preuve, parce qu'on a toutes sortes de logiciels qui nous aident, puis bon, on en vient à bout. OK? Le problème, il est pas là. Le problème, il est pas technique. Le problème, il est ailleurs. OK? Donc, on va regarder ça. Puis ensuite, on va regarder pourquoi traiter la preuve avec délicatesse, avec respect, hein, de façon à ce que, quand on aboutit à la cour, on ne se fasse pas comme va-t'en chez vous, t'es pas bon. OK? Bon, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué qu'il y paraît? Euh, première des choses, avant de rentrer comme tel là-dedans,
c'est que les gens de TI sont les mieux placés pour servir de premiers répondants en cas d'incident, pour aller ramasser les preuves, qu'elles soient des preuves volatiles ou des preuves qui s'arrêtent physiquement, qui s'inscrivent électroniquement sur les médias. Donc, ça, c'est une chose de gagner. Placez-vous comme premier répondant en tout temps et vous allez avoir le beau rôle qui peut être le vôtre à ce moment-là. Dans le ISO 27037 qui porte sur les procédures d'investigation numérique ou qui essayent, les ISO, c'est juste des normes minimales. Hein? Je vous avertis tout de suite, si vous lisez ISO 27037, 40, 41, 42, puis que vous appliquez juste ça au Canada, quand vous allez arriver en cours, vous allez être déçu. Okay? On a des normes qui sont plus élevées que ces ISO-là. C'est vraiment des normes minimales. Mais à un moment donné, à une reprise dans le texte, ils vont parler de forensic readiness, la disponibilité forensique. Ça, c'est quelque chose que vous devez vous sentir responsable d'impliquer dans vos entreprises, dans vos organisations. C'est quoi forensic readiness? C'est tout simplement être prêt à l'instant où l'incident se produit à faire le prélèvement des preuves nécessaires pour pouvoir poursuivre ce que j'appelle les malandrins, les mauvais garçons. Okay? Vous autres, vous êtes les bons. Okay? Ben, les bons devraient être prêts à ramasser la preuve pour démontrer que les méchants sont les méchants. Okay? Donc, c'est ça la disponibilité forensique. Bon, donc, je vous disais, l'aspect technique de la découverte, de la récupération de la preuve, là, regarde, c'est pas un problème. On a des logiciels pour ça. Il y en a même des logiciels gratuits, donc vos patrons ne peuvent pas être contre ça. C'est gratuit. OK? Puis tantôt, on va parler de protection de la preuve. Là. Regarde, l'élément qui coûte le plus cher, c'est des sacs baggies à 1/10 de scène l'unité. Là. Bon. Puis ils peuvent être pris dans la cuisine, dans la cafétéria de l'entreprise aussi. Puis on va de temps en temps, puis ils s'en aperçoivent pas. Non, le problème en réalité, c'est les éléments non techniques. Donc, des éléments juridiques, des éléments sociaux. Ce qui me fait dire ici, ce qui est techniquement possible, et il y en a beaucoup de choses techniquement possibles, ce qui est techniquement possible n'est pas forcément légal. Ça, je vous le dis tout de suite parce que vous êtes bon en technique. Puis vous avez l'impression, je peux faire ça, je peux faire ça. Puis là, tu es en train, c'est comme si je vous disais, OK, il y a eu un meurtre dans l'appartement numéro 7, puis vous vous pointez dans l'appartement numéro 7 avec vos grosses godasses pleines de boue, puis vous faites le tour de la maison. OK? Vous venez de scraper la preuve, là. OK? Bon. Ben, c'est un petit peu la même chose qu'en tant que technicien, vous faites quand vous vous précipitez vers des logiciels. Donc, ce qui est techniquement possible n'est pas forcément légal. Ce qui est légal et techniquement possible n'est pas forcément souhaitable. Et ce qui est souhaitable n'est pas forcément légal ni techniquement possible. Donc, on a comme 3 éléments sur lesquels on doit porter un jugement professionnel. Et le problème, c'est votre habileté à résoudre les problèmes techniques au détriment des problèmes légaux et des problèmes sociaux. Bon, si c'est difficile d'amener un cas à la cour, pourquoi ne pas en rester aux procédures administratives? On pourrait rester entre nous autres à l'intérieur de l'entreprise, hein? Punir les méchants, puis bon, on en reste là finalement. Là. Ben, c'est que dans certains cas, ça a des aboutissements imprévisibles. On se ramasse en cours de toute façon, et c'est là que ça commence à être difficile de récupérer
OK, c'est parce que quand on se présente à la cour, il y a certaines exigences. Si on les a pas satisfaites dès le départ, euh, donnez-moi un instant. Sans ça, je vais vous faire ça tout le long. Euh, si on n'a pas réglé ces problèmes, si on n'a pas récupéré la preuve d'une certaine façon, ça va faire en sorte qu'on ne sera pas capable de présenter cette preuve-là en bout de ligne. Donc, en agissant correctement dès le départ, euh, ça fait en sorte que peu importe le niveau où on va aller, peu importe le niveau de cours, donc que ce soit au niveau civil, au niveau infractionnel, ou que ce soit au niveau criminel, ou que ça reste au niveau administratif, si on fait une cueillette correcte, conforme aux principes, on va pouvoir aller à n'importe quel niveau de cours. OK? Il n'y en aura pas de problème. Mais c'est une discipline à suivre. Donc, dans d'autres cas, ben, c'est qu'on ne pourra pas faire autrement que se présenter en cours. Vous ramassez un ordinateur, un laptop d'un des employés, vous découvrez de la pornographie infantile à bord, vous n'aurez pas le choix de le dénoncer. C'est pas un choix. Vous allez vous ramasser en cours. Donc, c'est inéluctable. Vous ne pouvez pas éviter ça. Okay? Donc, trouver la preuve, c'est un objectif intermédiaire, mais ce n'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est d'y faire manger une volée. Hein? Le gars, il a commis une faute, puis vous voulez y faire regretter d'avoir fait cette faute-là. Peu importe la faute. Hein? Ça peut être des éléments relativement légers. Surfer sur Internet au travail pour des raisons personnelles, par exemple. Vous voyez, ça peut être des affaires tout à fait légères. Mais il peut y en avoir d'autres qui sont assez... un de mes amis me racontait qu'un cadre supérieur, pornographie infantile, surfait au travail avec des ordinateurs du travail. OK? Bon. Tu sais, en partant, c'est pas très intelligent de penser que tu n'es pas surveillé. Donc, l'objectif ultime, c'est de divulguer la preuve de manière à ce qu'elle soit admissible si on a à se présenter à la cour. Bon, donc, les gens de TI sont techniquement capables, mais doivent développer le premier réflexe, c'est-à-dire ce que je m'apprête à faire, est-ce que c'est légal et est-ce que c'est souhaitable? Ce que je m'apprête à vous parler au niveau des fondements de l'investigation numérique, c'est le fruit de 25 ans de réflexion, d'une dizaine d'années d'enseignement. J'ai tout rappé ça ensemble, puis j'ai essayé d'en faire comme quelque chose qui se tient. Okay? Donc, ce sont des notions fondamentales, des normes de comportement, des éléments que vous pouvez vous en servir comme base de jugement. Et ça s'applique partout, en tout temps, et on devrait se sentir contraint par ça. Okay? Ensuite, je parle de, OK, on devrait se sentir, on doit s'en tenir en même temps qu'on s'en tient à ces fondements-là, on doit s'en tenir aux faits et circonstances. Je vous donne un exemple de faits et circonstances qu'on utilise quand on se présente sur les sites. C'est-à-dire, grâce à une ordonnance ou à un mandat de perquisition, on se présente sur place et on doit déterminer quelle est la stratégie, quelle est la méthode de cueillette la plus raisonnable dans les circonstances. Ben, on réfère à cette grille d'analyse-là, faits et circonstances. Donc, quels sont les éléments relatifs aux médias? Est-ce que j'ai affaire à un ordinateur qui est gros comme ça, puis que le déménager, ça prendrait 10 hommes, puis ça va poser des problèmes pendant 3 semaines? Relatif aux données, est-ce que j'ai
l'équivalent d'une clé USB de 128 MB ou si je me ramasse avec 20 téraoctets de données. Hein, je ne prendrai pas le même style de décision. Est-ce que le disque dur est crypté ou si j'ai libre accès au disque dur? Et à quel point la personne dont je suis en train de fouiller l'ordinateur, à quel point est-ce que cette personne-là est liée au manquement, est liée à l'infraction, est liée au crime que je lui reproche ou que je reproche à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une grille d'analyse. Maintenant, cette grille-là va être avec la présentation. D'habitude, je fournis mes présentations au Hackfest. Alors, ça va être disponible pour vous autres avec les commentaires de bas de diapositive. Qu'est-ce qu'une preuve? Une preuve, c'est quelque chose qui démontre un fait. Point. C'est ça la définition. Une preuve, c'est quelque chose qui démontre un fait. Preuve numérique, bon, ben, c'est des 0, des 1. Preuve numérisée, c'est pas pareil. C'est une preuve qu'on va avoir pris au niveau physique et qu'on va avoir transformé en quelque chose de numérique. Les typologies que je vais vous présenter, justement, c'est le fruit de l'expérience. Donc, c'est pas les vérités de la palisse, là. C'est pas comme croix ou meurt. C'est pas ça. Mais je vous présente des grilles d'analyse parce que ça favorise la réflexion. Mais faites pas juste vous fier à ça, là. Embrayez votre cerveau, puis pensez-y. OK? Est-ce qu'il y a des choses qui s'ajoutent? Mais c'est un bon départ d'avoir ça. Okay? Donc, ça permet la réflexion. Si on regarde, ça c'est un exemple de typologie. Je ne veux pas rester longtemps sur celle-là, mais c'est juste, ça indique, pardon, ça indique à quoi peut-on s'attendre d'un artefact, d'un ordinateur, par exemple. Okay? Un artefact, c'est n'importe quoi qui se touche ou qui se touche pas. Okay? Ça peut être immatériel aussi. Okay? Ben, un ordinateur, par exemple, peut servir de cachette. Je vais encrypter un fichier, donc il sert de cachette. Ça peut être, je vais faire des fausses factures, donc je viens de faire la création avec. Ou je vais envoyer un courriel de menace. Je suis en train d'émettre de la preuve. Ou je vais tout simplement stocker un fichier que j'ai volé, donc c'est de l'archivage. Et finalement, ça peut servir d'entrepôt subreptice, comme par exemple dans le répertoire App Data d'un ordinateur Windows. Je vais sur Internet et c'est automatique qu'il y a des fichiers qui vont se loguer dans le cache. Okay? Donc, quand vous pensez preuve, référez-vous à ça et aux critères d'admissibilité de la preuve. Est-ce que ma preuve est fiable? Est-ce que c'est moi qui l'ai recueilli, moi en personne? Là, à ce moment-là, il y a un certain degré de fiabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui se rapporte au cas sur lequel je suis en train d'enquêter? Et est-ce que je suis en mesure de les authentifier? Un autre élément de complexité, c'est quand on a à faire la séparation de ce qui est administratif ou civil, de ce qui est une infraction et de ce qui est un crime. Je ne veux pas passer à travers cette diapositive-là. Ça, c'est 3 heures de placotage de ma part. Fait que, mais c'est juste pour vous montrer, il y a une certaine complexité. Hein? On s'en va pas en cours au niveau crime comme on veut. Okay? Le tableau qui est là, c'est ce que j'appelle les fondements de l'investigation numérique. Aujourd'hui, je vais traiter juste la colonne de gauche, c'est-à-dire les propriétés des preuves numériques. Les autres éléments, peut-être un prochain Hackfest où on verra bien. Mais ça va être ces éléments-là, les éléments de gauche dont je vais parler. Pourquoi traiter la preuve numérique avec délicatesse? Et c'est là que les propriétés entrent en jeu. Okay? Donc, première propriété
des preuves numériques. Les preuves numériques sont contaminables. C'est-à-dire que, mise en présence d'un autre artefact, c'est-à-dire d'un ordinateur, par exemple, il va y avoir contamination croisée entre cet ordinateur-là et, par exemple, une barrette USB que vous êtes en train d'examiner. Donc, vous allez prendre une barrette USB que vous trouvez dans le tiroir de votre suspect, vous la prenez, vous la branchez sur votre ordinateur Macintosh, disons. OK? Sur votre ordinateur Macintosh, dans les fichiers INI, il va y avoir une entrée qui va se créer à cet endroit-là. Et sur la barrette USB, votre bel ordinateur Macintosh va aller porter la date de dernière consultation sur la barrette dans les secteurs de démarrage. Fait que là, ce que vous venez de faire, vous venez de modifier votre preuve. Tout en partant, quand on parle d'authenticité, si on modifie la preuve, bon, c'est mal barré, là. C'est mal parti. OK? Donc, et ici, on parle souvent, vous allez entendre ça dans les émissions américaines, le principe de Locard. Locard était un Français, première des choses, et ce qu'il a dit en réalité, c'est que compte tenu de la violence d'un acte criminel, il devrait toujours y avoir des échanges entre la personne qui commet le crime et le lieu ou la personne sur laquelle le crime est commis. On ne parlait pas d'ordinateur, on était en 1850. Okay? Donc, mais il présente ça comme étant le principe. En fait, le problème, c'est la contamination croisée. Okay? Parce que les ordinateurs sont des senteux, puis les médias se laissent faire. Okay? Donc, c'est mal parti, là. Donc, c'est difficile de mettre deux entités électroniques en présence l'une de l'autre sans qu'ils s'influencent l'une l'autre, sans qu'il n'y ait rien. Donc, on va laisser des traces. Et ce qui amène des fondements, alors je vous disais, on va regarder juste la colonne de gauche. En réalité, si on considère cette colonne de gauche-là, la contaminabilité, ça impacte, ça vient créer, en fait, deux autres principes dans les autres colonnes. C'est qu'on va vouloir, comme principe de manutention des artefacts recueillis, des éléments qu'on va recueillir, on va... ça vient créer un principe qu'il faut protéger ces éléments-là. Alors, les éléments qu'on a recueillis sur le terrain, il faut les protéger. Et ça va faire en sorte, ça va venir créer en fait le principe que l'investigateur numérique doit être compétent au niveau technique, au niveau des connaissances. Mais peut-être pas juste au niveau des connaissances. J'ai été un peu limitatif ici. Si on regarde au point de vue matériel, ben, un investigateur numérique sans bloqueur d'écriture, c'est impensable. OK? Donc, nous autres, on a des appareils, on se pointe sur place avec des bloqueurs d'écriture, ou on a des logiciels, on va bloquer les ports avant de brancher, par exemple, la clé USB du suspect. Okay? Donc, de cette façon-là, en bloquant les ports, en bloquant l'écriture vers les ports, ça va faire en sorte que, ben voilà, on n'écrira pas sur ces médias-là. Les bonnes pratiques à cet égard-là, bon, j'ai vendu mon punch. Utilisation d'un bloqueur logiciel, soit on va aller modifier une clé de registre à l'intérieur du Windows à l'aide d'un petit script, préférablement, ou on va utiliser Mount Read Only, ou on va utiliser des gratte-ciels qui sont faits pour. C'est-à-dire qui vont venir protéger le port USB en question. On peut utiliser un bloqueur physique.
Les compagnies se fendent en quatre pour vous vendre ça. Puis, vous allez les acheter. Si vous en faites suffisamment, vous allez les acheter. OK? Les moins chers sont à, on va dire, 100 US. Puis, les plus chers sont à 600. Alors, il y a de quoi satisfaire à peu près tout le monde. OK? Donc, utilisation d'un bloqueur physique, c'est possible aussi. Authentifier sur le champ toute capture que vous faites. Vous allez vous écoutez les communications Wi-Fi, vous faites une capture, sauvegarder, authentifier immédiatement, faire une empreinte électronique, une empreinte numérique, que vous appelez probablement un hash. Okay? Alors, pour moi qui a bûché du bois en Abitibi, une hache, c'est quelque chose que tu prends comme ça, là, mais bon. OK. Alors, donc, vous allez hacher le fameux fichier en question et vous allez noter le hash en question. De façon à ce que, plus tard, si vous rehachez le fichier et que le hash est pareil, vous êtes en mesure de dire, ben, voilà, le fichier n'a pas été touché, il n'a pas été modifié, il est authentique. Okay? Parce que la présomption est que sur une certaine période de temps, c'est sûr que si je fais le hash une journée puis que le lendemain matin, je le présente à la cour, là, il y a comme une certaine... On diminue en crédibilité. Mais si je le fais à un moment donné, puis que je comparais 1 an et demi après, ben les chances que j'ai fait de la modification, si mes deux haches concordent, c'est quasiment nul. Là. Hors du site opérationnel, c'est-à-dire dans le laboratoire, ce qu'on va faire, on ne fonctionnera pas avec la preuve originale. On va fonctionner avec une copie. On va séquestrer l'original, c'est-à-dire qu'on va le barrer dans un classeur où est-ce que personne n'a accès. Tant que possible, 2 cadenas, deux personnes différentes ont la clé. OK, alors on va prendre des mesures pour protéger l'authenticité de cette preuve originale-là. Et on va travailler uniquement avec une copie. Et oui, c'est pointilleux de faire ça. Mais quand on se pointe en bout de ligne devant un tribunal, je vous le dis tout de suite, malgré toute l'expérience que j'en ai, c'est quelque chose de se pointer devant un tribunal. Alors, on bégaye facilement, puis on se fait coincer facilement aussi. Donc, il faut vraiment tout faire pour que quand on arrive là, on n'a pas de problème avec des détails comme est-ce qu'il était pareil? Est-ce que vous l'avez modifié? Est-ce que vous auriez pu le modifier? Est-ce que quelqu'un a accédé à la preuve par la suite? Est-ce que ça se peut que ce soit pas la même chose? Là, tu fais comme bon, on passe-tu à d'autres choses, là? Non, c'est vraiment comparaître en cours, là, c'est quelque chose. C'est une expérience qui est t'imprimes sur l'ego. Ils viennent me faire signe 20 minutes. OK. Protéger le média original des menaces classiques. Bon, ben, encore une fois, c'est une typologie. Mais comme je vous disais, 1/10 de scène pour des baguises, du papier d'aluminium pour couper l'accès à un cellulaire qu'on vient de ramasser. 3 couches, 4 couches de papier d'alu. J'ai fait tester ça par mes étudiants de Polytechnique, puis c'est impeccable. C'est barré. OK? Donc, diapositive va être à vous autres. Preuve numérique persistante. Effacer, c'est pas effacer. Alors, donc, quand quelqu'un vous dit effacer, je vais regarder, hein? OK? Même si tu me dis que tu l'as effacé, je vais regarder, puis des bonnes chances que je sois capable de le récupérer. Ce qui affecte la persistance en question, la durée de la persistance, c'est le nombre de fois que je vais utiliser le média, est-ce que c'est très intensif, combien de fichiers je rajoute,
puis efface, etc. Donc, conséquence de ça, si quelqu'un vous dit j'ai effacé le fichier, regarde, on va le regarder avec mes logiciels de forensique, puis on verra après. Okay? Ça a une certaine influence sur les modes de cueillette. Si vous faites une fouille sur place, là, à ce moment-là, ça vient influencer la décision que vous prendrez, soit de saisir l'original, d'en faire un clone, d'en faire une image forensique, bien sûr, de faire une copie ciblée ou extensive forensique. Si vous faites le cours forensique 101 l'an prochain, ben, tous ces modes-là, on va vous expliquer la différence entre chacun puis comment les réaliser, ça. Bonne pratique. Bon, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Présumez jusqu'à preuve du contraire que le fichier est là. Si c'est un média que vous voulez utiliser, qui a déjà été utilisé et que vous voulez l'utiliser pour recueillir de la preuve, on va faire une aseptisation forensique. C'est-à-dire, on va mettre des zéros partout sur le média, de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute que ce qu'on y met n'appartient qu'à ce cas-là. Okay? Ce serait tragique que vous cherchiez de la preuve sur une personne qui fait une mauvaise utilisation d'Internet au travail et qu'on se ramasse dans une situation où il y a de la pornographie infantile dans son dossier. Okay? Donc, les conséquences ne sont pas pareilles. L'autre chose, c'est l'aseptisation en question permet de de détruire les données qui sont à l'intérieur d'une façon qui est, je dirais, quasi définitive, à moins d'avoir 150 000 à mettre là-dessus. Une bonne aseptisation, une passe, c'est suffisant. Si vous voulez une méthode hors de tout doute, que le média n'en relèvera pas, ça s'appelle une masse de 10 livres avec un étau. OK? Alors donc, on met le disque dur dans un étau et on se fait plaisir. Les preuves numériques sont aussi furtives parce que dans l'exploitation d'un ordinateur, il y a toujours des fichiers invisibles qui vont aller se braquer à des endroits pas possibles. Je vous parlais tantôt de AppData. Alors, ça, c'est un des endroits où il y a de l'information qui va aller se cacher. Puis ça, vous n'avez pas le choix, c'est l'ordinateur qui décide. Il y a des personnes qui ne savent même pas que ça existe. Donc, c'est vraiment la furtivité des données, c'est des données qui se glissent un peu partout. On branche une clé USB, pouf, on se ramasse avec une ligne de code dans la base de registre. Ben, moi, je suis en mesure, et ça m'a servi une fois, au moins, je suis capable de dire telle clé USB, telle marque, tel modèle, tel numéro de série, c'est branché à telle heure sur le laptop de la patronne de monsieur, puis monsieur cherchait à pirater le laptop de madame parce qu'il a parti un certain logiciel, puis j'ai été capable de récupérer un fichier de lien qui pointait vers ce média-là. Fait que, regardez, c'est bien beau, là, mais voilà, c'est furtif. L'utilisation de logiciels et de médias, oui, voilà. Donc, j'avais démontré que le média avait été utilisé sur l'ordinateur de la patronne et qu'un certain logiciel était parti. Donc, bonne pratique, fréquentez les forums sérieux. Hein, vous pouvez aller sur toutes sortes de forums consacrés à l'informatique, mais si vous voulez vraiment vous renseigner comme il faut aller sur des forums qui sont dédiés à la forensique. Pour les données les plus couramment recherchées, ben, on se fait une petite fiche de travail. Moi, j'ai un petit calepin qui s'intitule « Les données sont où? » 3 petits points. Puis à 3 fois que je tombe sur quelque chose, je le note dans mon petit calepin. Fait que,
faut documenter ces éléments-là. Pour les moins courantes, on va aller sur d'autres forums, Google Scholar, où on va faire des tests de logiciels. Les données sont dispersées aussi parce que on va utiliser un fichier, utiliser un autre, Oups, le premier, on l'efface. Le deuxième, on l'augmente. Oups, on en sauvegarde un autre qui va aller sauvegarder dans le trou qui a été généré. Donc, les données, je dis souvent à la blague que j'ai jamais eu l'occasion de trouver un dossier preuve de mon méfait destiné à être saisi par Sylvain Desharnais. Okay? J'ai jamais trouvé ça, pas encore. Okay? Donc, mais l'autre affaire avec ça, c'est que on est obligé en informatique de faire beaucoup de preuves pour réussir à démontrer un fait. Et c'est ce qui fait que on va se reposer sur ce qu'on appelle des preuves indirectes. Le fichier est dans son répertoire. Il l'a ouvert à un moment où il était au travail. On est capable de le démontrer. Donc là, on a deux preuves. Une qui est deux qui sont ordinateurs et une qui est physique. On met tout ça ensemble, puis c'est ça qui démontre que c'est bien lui qui a ouvert le fichier en question. Donc, les preuves sont dispersées. Donc, vous allez en ramasser un petit peu partout dans l'arborescence, puis vous allez être obligé de tout mettre ça ensemble pour que ça fasse une bonne preuve, une preuve solide. Plusieurs versions d'un document. Oui. Alors, le problème, c'est que des fois, tu as deux fichiers identiques. Entre les cas, dans mon ordinateur à moi, ça ressemble comme ça, là. OK? Je vais avoir 7 versions du même document parce que j'ai fait des tests sur le document. Je l'ai sauvegardé une fois là, une autre fois à l'autre place. Et il y en a qui sont comme très méticuleux. Les étiquettes sur les dossiers, il faut que ce soit ça. Ils vont suivre ça. Mais d'habitude, les utilisateurs d'ordinateurs, c'est de disperser à mauditement disperser. Donc, alors, des bonnes pratiques, on ne doit pas se contenter d'un seul répertoire fouillé. Donc, on va aller fouiller dans l'ensemble du disque et on a des outils pour ça, heureusement, qui viennent nous aider. Donc, on va, c'est l'an passé qu'on a fait stratégie de fouille. Bon, l'an passé, on vous a parlé de stratégie de fouille, Nadia et moi. Donc, référez-vous à cette présentation-là. Il faut utiliser plus qu'une stratégie de fouille. Bon, chercher par mots-clés, c'est beau, mais chercher par mots-clés, chercher par expression régulière, chercher par les lieux probables où l'information s'est stockée. Là, on a un jeu de stratégie qui est beaucoup plus puissant qu'une seule stratégie. Utiliser des empreintes numériques pour tester si deux données sont identiques, par exemple. Ça peut être une bonne stratégie. Persister, car ne pas trouver, bon, une preuve d'absence n'est pas une absence de preuve. Ça revient à dire ça. Se former aux stratégies de fouille. C'est un petit tableau qu'on vous a présenté l'an passé. Je vous l'ai remis comme mémo. Les preuves numériques sont volatiles. On est dans les temps. Excellent. Les preuves numériques sont volatiles. Certaines données vont exister juste pour un laps de temps, mais vraiment très court. Hein, je pense aux signaux Wi-Fi. Hein, quand le signal se déplace sur l'onde, puis que ça passe à côté de votre antenne, une fois que c'est passé, tu peux pas courir après, là. OK? Il est passé, c'est fini. Même chose pour un signal dans un câble. Même chose pour la mémoire RAM.
Même chose pour le page file. Si tu fermes l'ordinateur, tu as 10% du page file qui va être modifié. Donc, c'est des éléments que, quand ils sont là, il faut les capturer. Il faut les prendre, les sauvegarder. La vitesse, votre vitesse de réaction, c'est à ce moment-là votre meilleur gardien. Mais pour faire ça, ça vous prend déjà ce que j'ai appelé la disponibilité forensique. Il faut que vous ayez mis ensemble un certain nombre de moyens. Il faut que vous soyez déjà formé à la chose pour être capable de réagir rapidement. Encore une fois, des principes autres que les propriétés des preuves numériques, ben, un des principes de manutention, c'est l'authentification des preuves. On authentifie une preuve au moment où on la ramasse. Tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et documentation des actions et observations. Ben, pendant le cours de Forensique 101 d'avant-hier, si on ne l'a pas répété 10 fois, on ne l'a pas répété une. Okay? Documentez. Prenez des notes. Sans ça, vous allez vous faire jouer un tour. Un an et demi plus tard, impossible que vous vous souveniez des détails. C'est impossible, ça se peut pas. Okay? Bonne pratique. Utiliser des empreintes numériques pour authentifier. Oui, un hash. Copie sauvegardée, préservée en tant qu'original. On en a déjà discuté. Documentation des actions et observations. Documentation des actions et observations. Et je vous l'étudie, documentation des actions et observations. Préparer un kit léger, une clé USB, 1 gigaoctet avec plein de petits applications dessus, avec un disque format passeport, USB, puis c'est ça notre kit d'intervention. Il y a de quoi qui se passe, on se rend sur place, on ramasse la mémoire RAM, le page file, on va ramasser les processus en cours à ce moment-là, puis après ça, on s'enfuit avec. Puis si nécessaire, on ramasse après ça. Après ça, on éteint la machine s'il y a un problème d'infiltration, de virus, d'attaque ou des éléments comme ça. On l'éteint, ramasse le disque dur, puis là, tu as ta clé USB, ton petit disque dur, le disque dur original, puis tu pars à la course faire ton analyse de ça. Finalement, encore une fois, ça c'est une typologie, filet de protection qui vise à protéger 2 éléments. La preuve numérique, là je vous en ai parlé suffisamment, mais on doit protéger l'investigateur numérique. La personne qui va investiguer doit être protégée au même niveau que la preuve. Et il y a des moyens pour ça. Protéger sa crédibilité. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui se présente en cours puis que le juge il dit « Non, toi, je te crois pas. » Ça, quand un juge vous considère crédible, il peut dire « Je te crois, mais je suis pas d'accord avec ce que tu as fait. » Au moins, là, tu es crédible. Conclusion numéro 1. C'est pas tout de savoir qu'il pleut. Il faut savoir se préparer pour avoir les bottes au sec le plus tôt possible. Donc, oui, vous savez qu'il pleut, vous êtes capable de le déterminer, vous êtes des gens compétents, mais comment vous mettre les bottes au sec? Ben, moi, je vous suggère de rajouter à vos compétences celles d'investigateur numérique. Bien se préparer. Et j'annonce, si tant est qu'on nous autorise à continuer de présenter Forensique 101, bien sûr, mais j'annonce que on a discuté de la chose et on revient. Nous autres, on va demander et fort probablement obtenir qu'on revienne l'an prochain pour Forensique 101 et Forensique 102. Donc, mettez vos sous de côté.
Je veux vous y voir. Euh, question? Oui? Ah, je vous adore. OK, la question, c'est euh, quelle est la compréhension qu'on doit avoir des haches, étant donné qu'on a réussi à créer des collisions entre deux fichiers, c'est-à-dire deux fichiers qui vont avoir le même hash, mais un contenu différent. La réponse, excusez-moi la brutalité, je m'en fous des collisions parce que une fois que j'ai ramassé un média, une fois que j'ai ramassé une preuve, je mets le coude dessus puis je le lâche plus. OK? Fait que euh, pour être capable d'arriver à une collision, vous êtes d'accord qu'il y a du travail à faire et c'est du travail très, très lourd. OK? Donc, il faudrait que, un, j'ai l'intention de nuire à la personne. Deux, que j'ai la possibilité de nuire à la personne. Et trois, là, ça vient remettre ma crédibilité en jeu. Pour un avocat de la défense, ceci est comme, c'est une grosse montagne là, à surmonter. Il faudrait qu'il démontre un certain nombre de choses avant qu'on arrive là. Alors, d'où ma réponse. Bon, j'aurais pas dû dire, je m'en fous, mais je, ça m'est égal. Okay? Qu'il y ait eu des collisions, qu'on ait démontré que c'est possible. Parce que, en bout de ligne, ce qui est important, c'est je ramasse la preuve, je fais une copie, je la sécurise avec 2 cadenas si je suis capable. Puis là, après ça, pour pouvoir modifier ça, il faut que j'aille les moyens, mais aussi, il faut que j'aille l'opportunité. C'est-à-dire, faut que j'aille les deux clés en même temps. Hein. Puis même si j'ai pas deux clés, déjà là, c'est beaucoup de démontrer qu'une personne a fait une modification comme ça. Oui, beaucoup. Oui. Mais c'est une bonne question. C'est une question qui revient toujours. Regardez beaucoup sur le principe de saisir la preuve, l'entourer, par rapport à l'environnement administratif, politique, la saisie. Alors, quand c'est un cadre là, qui est en défaut, il va y avoir des pressions, on va dire, politiques, étouffer l'affaire, des trucs comme ça. C'est quand même eux autres qui payent pour qu'on puisse l'entreposer, c'est eux autres quand même qui payent. Oui, tout à fait. On peut OK. naviguer là-dedans, là. On peut juger parfait. Donc, la question est si l'enquête reste au niveau administratif, euh, comment est-ce qu'on et qu'il y a des pressions de la part de l'administration pour euh, rester euh, à l'interne, ben, comment est-ce qu'on doit gérer ça? En fait, ça dépend un peu de ce qui a été découvert. Si c'est des éléments administratifs ou des éléments civils, bon, ça me dérange pas trop. Euh, si c'est des éléments criminels euh, qui n'ont plus d'impact à ce moment-là, le gars a fait une tentative de piratage sur l'ordinateur de sa patronne, comme je racontais. Ben, l'employé en question, dans mon cas, il a été licencié tout simplement. Okay? Ils n'ont pas voulu le rapporter au niveau criminel pour que la personne ne se ramasse pas avec un dossier. Si c'est des choses plus sérieuses, euh, pornographie, Obligé de faire la saisie, le technicien, la personne qui le fait, que ce là mais il peut se faire stigmatiser par l'organisation du haut, parce que ça que lui est capable de le faire, il sait quelque chose. c'est-à-dire que le technicien se fasse harceler, par exemple? Euh, oui, ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent. Que le technicien soit visé. Euh, ouais. OK. Écoutez, en tant que technicien, jamais
en tant que TI, vous ne prendrez jamais la responsabilité de procéder dans un dossier. Moi, je dis toujours, si vous découvrez quelque chose qui est problématique, vous en parlez à votre patron. Si c'est quelque chose de sérieusement criminel, tu sais, je veux dire, ouais, c'est un petit peu malheureux, mais oui, il faut que quelqu'un s'y mette. Et oui, oui, ça va arriver. Que ce soit juste une personne qui soit responsable, ben, qui soit le focus dessus. Parce qu'en général, c'est pas ainsi qu'on a plus qu'une personne. Puis, dans un Oui, sens, ça protège les gens contre l'intervention. oui. Généralement, effectivement, ça va être plus qu'une personne dans une équipe. Ça peut être une seule personne, mais ce qui est important, c'est de ne pas agir seul. C'est-à-dire, on va agir, mais en collaboration euh, avec l'organisation. Et quand je parle de saisie, excusez-moi, c'est à cause de mon background à Revenu Canada. Moi, j'ai fait des perquisitions, je me rappelle plus combien, là. J'ai pas pris note de ça. Mais en fait, je devrais dire de cueillette ou recueillir des preuves. C'est la même méthode qu'il faut adopter au cas où on se ramasse plus loin. J'ai vu dans certaines choses que les policiers vont fournir de la preuve, ça va être la défense. Dans les preuves, il manque extrêmement d'informations. C'est vrai que je profite du fait que du côté de la défense, en informatique, on sait que la part des gens, comment Tout à fait. les aléas, je profite de ça parce que tu demandes certaines informations par la suite, la preuve qu'on recueille. C'est pas évident de leur demander, étant donné que l'ISO, comme vous dites, c'est minimal, mais ils ne suivent pas tout. Les corps policiers ou les mêmes au niveau provincial ou municipal qui vont suivre les mêmes Ils, pratiques. ils sont assez bons. Et une des raisons, c'est que j'en ai formé la moitié. OK? Mais effectivement, les avocats de la défense, présentement, c'est vraiment minimaliste, leur connaissance de ces procédures-là. Mais c'est pas des imbéciles, loin de là. Loin de là. Ils s'en viennent, ces messieurs de la chicane, ça va s'en venir. Ben, j'espère bien que je vais être là quand ils vont avoir besoin d'être enseignés, OK? Parce que c'est du monde qui paye très bien. L'autre chose, c'est que j'ai déjà commencé parce que j'ai une quinzaine d'articles de publiés chez Thomson Reuters. C'est euh, chez Édition Yvon Blais, qui est le plus gros éditeur au niveau des livres de droit au Québec. Donc, j'ai une quinzaine d'articles à cet endroit-là, entre autres un sur les propriétés des preuves numériques, qui est quelque chose de très fouillé, là. Donc, Donc, je n'avais pas beaucoup parlé des métadonnées, je pense que c'est aussi pertinent de le donner. Est-ce que, dans les cas historiques, comme vous avez dit, il y a plus de données proprement dites qui sont mises en preuve, ou il y a eu des cas où les métadonnées. OK. Dans le cas de Revenu Canada, c'était surtout les données. Surtout. Il y a eu quelques cas où les métadonnées se sont avérées importantes, mais j'en ai volontairement pas parlé parce que pour moi, une métadonnée, c'est une donnée à propos des données. J'en ai volontairement pas parlé parce que, encore une fois, ça c'est un cours d'une dizaine d'heures. Juste là-dessus, je suis intarissable et il va falloir que mon ami ici commence à me frapper pour que j'arrête de vous parler, là. Fait que, bon. Hein, ces deux-là, ils ont déjà subi mon enseignement à Polytechnique, là. Ils peuvent vous dire que je finis jamais à l'heure. Jamais.
Ah oui, j'oublie les pauses. Ah, ça, c'est terrible, ça. Bon. Ben, OK. Est-ce que dans la chaîne d'analyse, de quelque part, il y a des firmware, est-ce qu'il y a autour? Pas très, on me demande, est-ce qu'on analyse aussi les firmware, les micro-logiciels dans l'analyse des médias? Non, pas très souvent. Mais vraiment pas très souvent. Mais c'est pas parce que ça n'existe pas, c'est pas parce que ça contient pas des preuves pertinentes, c'est parce qu'on n'a pas été formé à ça, on n'a pas les logiciels nécessaires. OK? C'est un petit peu comme les cellulaires, là, 10 ans. Revenu Canada, quand on voyait un cellulaire sur un site de perquisition, on faisait comme ah, esprit, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. OK? On faisait le tour. 5 ans après, on était tout équipé avec des logiciels de forensique cellulaire qui coûtent les yeux de la tête. Alors, le moins cher, juste pour vous donner une idée, c'est 2000 $ US plus 600 $ de mise à jour par année. L'argent qu'il y a à faire en logiciel de forensique, là, t'es aussi à Polytechnique, j'imagine, non? OK. Ben, vous devriez vous y mettre, écrire des logiciels comme ça. C'est payant. Parce qu'il y a plusieurs logiciels de forensique qui ne donnent pas nécessairement les mêmes résultats dans les. Moi, je vois un avocat de la défense demander une copie du clonage de disque dur, puis de faire sa propre analyse, puis d'être deux personnes de forensique. Oui, exact. C'est exact que, comme par exemple FTK de la compagnie Access Data et Encase de la compagnie Guidance, ces deux-là, tu analyses le même disque avec ce logiciel-là, tu n'as pas le même résultat. Mais il y a des choses qui expliquent cette différence de résultat. Et si votre spécialiste de forensique est suffisamment poussé, il va se rendre compte que, alors là, je vous donne un exemple, un fichier .docx, Access Data, le FTK, va le décomposer en 6 composantes, tandis que Encase va le décomposer en 4. C'est ce qui vient expliquer là, des fois qu'il y a des différences entre la quantité d'artefacts qui ont été retracés. Des fois, c'est un secteur vide qui va être traité de façon différente. Des fois, c'est un fichier effacé qui ne sera pas remonté de la même façon. Puis, il faut faire avec. Est-ce que ça veut dire que tout logiciel est bon? Non. Un logiciel, c'est un menteur. Menteur, ça vous ment un logiciel. OK? Hein? Windows en français, utilisateur Sylvain. Hein? C'est ça le répertoire. C'est utilisateur Sylvain. Vous en allez dans l'interface terminale, répertoire, users Sylvain. Il vous ment parce qu'il fait une interface, puis ils vont mieux comprendre si c'est utilisateur. Hein? C'est un menteur. Peu importe le logiciel, il vous ment. Alors, le fait de savoir où il vous ment, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a des mensonges qui sont sans importance. Comme quand je rentre minuit le soir, puis que Mme Desharnais, t'es-tu sous? Non. Non, c'est pas vrai qu'elle me demande ça. OK? Alors, on va s'arrêter là, mais si vous voulez continuer à jaser, comme je dis, vous allez être obligé de me frapper pour arrêter de parler. Mais je vous remercie beaucoup de votre attention.